Dans ma vie, j'ai rarement vu un film aussi réussi que Dune 2. Le scénario, les décors, les costumes, les acteurs, le rythme, l'image, la réalisation, la musique, bref, tout y est. En gros, j'arrive pas encore à trouver de défaut à ce film, qui se hisse clairement en haut de ma liste de mes films préférés. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Dune et de son univers, et il y a un point qui me fait particulièrement envie, c'est la notion d'élu. Dans le film, le personnage de Paul, joué par Timothée Chalamet, connaît une évolution monstrueuse. En effet, il est décrit comme l'élu par plusieurs peuples, les Atréides et les Fremen. Mais cet élu, est-ce qu'il va faire le bien ou le mal? C'est la question qui règne tout au long des films. Soyons plus précis. Et si l'élu tant attendu n'était pas le héros qu'on imagine? Dans Dune 2, Paul Atreides est-il vraiment le sauveur prophétique ou cache-t-il un destin plus sombre? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à toutes ces questions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre ce qu'est un élu dans les fictions et ce que ça signifie. La notion d'élu est présente dans de nombreuses œuvres iconiques de la pop culture. On peut nommer Harry Potter, Anakin Skywalker dans Star Wars, Neo dans Matrix ou même Frodo dans Le Seigneur des Anneaux. Mais pourquoi cette notion revient-elle si souvent? Un personnage, censé être l'élu, signifie que son destin est en partie tracé par une prophétie. Il est souvent représenté comme un héros, censé faire le bien et combattre le mal, et il devra accomplir une grande mission qui changera le cours de l'histoire. Ce personnage est généralement porteur d'un grand pouvoir, souvent caché, et il doit sauver un peuple, un monde ou rétablir l'équilibre dans une société ou un univers en péril. Prenons l'exemple d'Harry Potter, un jeune héros qui devra développer ses pouvoirs magiques, qui sont plus puissants que les autres sorciers, pour combattre le mal, vous savez qui. Harry Potter est l'élu selon la prophétie, et il sera le seul en mesure de combattre le mal. Ce qui est amusant dans Harry Potter, c'est que c'est Voldemort lui-même qui a participé au fait qu'Harry soit l'élu, en essayant de le tuer lorsqu'il n'était encore qu'un bébé. Ok, donc un élu, c'est un personnage qui est désigné par une prophétie, il a des pouvoirs cachés, et il faudra changer le cours de l'histoire. Maintenant, revenons à Dune. Qu'en est-il du mythe de l'élu? Qui est Paul Atreides, et comment Denis Villeneuve se sert de cette notion pour apporter une critique du pouvoir? Dans le premier film, Paul Atreides est présenté comme un jeune homme héritier de la maison Atreides. Il est destiné à jouer un rôle clé dans l'univers. C'est un personnage intelligent, curieux mais incertain de son avenir par rapport à l'héritage familial et les nombreuses attentes placées sur lui. Paul, via l'éducation de ses parents, est formé aux arts de la guerre, notamment avec son père et ses mentors Duncan et Gurney, où il apprend à combattre et utiliser son bouclier. Il est aussi formé à des disciplines spirituelles et mentales avec sa mère qui est une Bene Gesserit. Mais c'est quoi une Bene Gesserit? Pour comprendre les deux films, il est important de comprendre qui sont les Bene Gesserit et quel est leur rôle. Les Bene Gesserit, c'est un ordre de femmes qui pratiquent des arts mentaux, physiques et spirituels très avancés. Dans les films, c'est elles qui ont une influence sur les personnes et elles peuvent dicter les lois un peu comme bon leur semble. C'est donc auprès de sa mère que Paul apprend notamment à maîtriser sa voix pour pouvoir donner des ordres. Paul est doté d'une grande intelligence. Dès le départ, on voit qu'il est très curieux et qu'il s'intéresse à l'écologie de la planète Arrakis. Il porte également un intérêt particulier au peuple des Fremen, peuple vivant en autonomie dans le désert. Très rapidement, Paul a des visions d'un avenir mystérieux. Il y voit des batailles et des indices sur son futur leadership parmi les Fremen. Ces visions lui donnent une place centrale dans un futur proche et chaotique. Il voit également Shani, une Fremen qu'il n'a encore jamais rencontrée, et qui deviendra sa petite amie dans le deuxième film. À travers ces visions, il prend très vite conscience qu'il aura un rôle important à jouer dans cette société. Non pas parce qu'il est noble, mais parce qu'il est spécial. Il sait que ses capacités mentales et physiques, en plus de ses visions, font de lui un être surpuissant. Mais il ne sait pas jusqu'où ces éléments peuvent le mener. C'est de cette manière que la notion d'élu est introduite dès le premier film. Mais dans Dune, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans les films, il y a deux manières de présenter l'élu. D'abord, on a les Bene Gesserit, qui ont pour but de créer un être surpuissant, capable de voir le futur en manipulant la génétique des lignées des familles nobles. Cet être est connu sous le nom de Kwisatz Haderach. A l'origine, l'élu devait être la fille de Jessica, la mère de Paul. Elle était censée ensuite se marier avec un membre de la maison Harkonnen afin de réaliser la prophétie. Mais Jessica, par amour pour Leto, n'a pas respecté cette destinée et a donc donné naissance à Paul. Paul est donc une anomalie. Mais très rapidement, tout le monde se rend compte, grâce au test de Gom Jabbar notamment, que Paul présente finalement les traits prophétiques du Kwisatz Haderach. Il est donc très respecté mais à la fois craint par l'ordre. Ensuite, il y a les Fremen, qui, à cause de la manipulation des Bene Gesserit, pensent qu'un élu appelé Mahdi ou Lisan al-Gaïb viendra un jour pour libérer Arrakis de la domination des Harkonnen et guider le peuple Fremen vers le paradis vert. Paul, semblant être le Kwisatz Haderach, correspond parfaitement à cet élu qui est décrit dans la prophétie du peuple Fremen. Pour certains Fremen, c'est une évidence.
Paul est bien Mahdi, et pour plusieurs raisons. Dans la prophétie, il est indiqué que Mahdi arrivera dans un moment de grand bouleversement, qu'il manifestera des pouvoirs extraordinaires et qu'il sera lié à une figure importante chez les Béné Gessérit. Paul coche ces 3 cases. En plus de ça, il va réussir son premier test en tuant Jamis, un guerrier Fremen. De cette manière, il peut officiellement rejoindre le groupe des Fremen. Mais ce n'est pas tout. Les pensées des Fremen vont se confirmer quand Paul arrive à contrôler l'effet de l'épice sur son corps. Il s'y adapte très rapidement, ce qui fait de lui un être capable d'exploiter l'épice à un niveau surnaturel. Un autre élément encore viendra appuyer leurs croyances, Paul arrive à maîtriser les vers des sables. Il réussit à les contrôler et à les chevaucher alors que seulement le peuple Fremen est censé y arriver. Pour les Fremen, pas de doute, c'est un signe de grande puissance spirituelle et de lien avec leur planète. Paul se retrouve donc au centre de 2 prophéties qui se chevauchent, ce qui contribue à son ascension en tant qu'élu pour tous les clans. Dans Dune, la barrière entre croyance et réalité est très fine. Paul est l'élu car il présente des caractéristiques particulières, mais est-il vraiment le Lisan al-Gaïb du peuple Fremen? Nous ne pouvons pas en être sûrs, sachant que la prophétie des Fremen a été écrite par les Béné Gessérit. Existe-t-il vraiment un élu? Notons également que le lien entre la religion et le pouvoir politique est un reflet des dynamiques historiques. Les Béné Gessérit, par leur pouvoir, manipulent des peuples entiers. C'est elles qui décident de qui aura un peu de pouvoir et qui contrôlera les ressources du désert. Les Harkonnen sont mis sur un piédestal, tandis que les Fremen sont un peuple opprimé, voué à voir leurs ressources utilisées par d'autres. Et s'il n'y a pas eu de rébellion jusqu'à présent, c'est justement parce qu'elles ont instauré ces croyances de Messie qui viendra sauver leur peuple. Les Fremen sont guidés par leur foi et ne font pas de vagues en attendant la venue du Messie. Que pense Paul de tout ça? Il a conscience de tout ce qui se trame autour de lui, il sait qu'il est important et qu'il va devoir faire des choix cruciaux pour son futur et pour celui des peuples. Dans un premier temps, il refuse d'être ce prophète. Il veut s'intégrer au peuple et venger son père. Il est en conflit intérieur face à la possibilité qu'il devienne un leader, mais aussi un tyran déclencheur de guerre. En effet, ses visions lui montrent que s'il accepte ce statut d'élu, il causera des famines et fera du mal aux gens qu'il aime. Mais de l'autre côté, c'est peut-être la seule solution pour qu'il se venge de la mort de son père, qu'il rétablisse une politique plus juste et qu'il sauve le peuple Fremen. Paul est-il maître de son destin ou est-il une marionnette produite par les attentes et des manipulations extérieures? Cette ambivalence entre l'acceptation de son rôle d'élu et la peur des conséquences de ses actions rend le personnage complexe et captivant. Être élu peut sembler être quelque chose de positif. Dans la plupart des fictions, les élus ne se remettent pas en question et c'est très rare qu'on remette en cause leur force, même si ça implique une morale parfois limite. Dans Dune 2, le concept d'élu n'est pas présenté de manière positive. Paul n'est pas un protagoniste censé être le gentil. Non, dans les films, il nous est bien montré qu'un élu peut être dangereux, car il a tous les pouvoirs et les peuples sont à sa merci. De plus, la conception artificielle de Paul par la manipulation de la génétique prouve qu'il est d'abord pensé pour servir des intérêts personnels, celui des Béné Gessérit. Leur but est de créer un messie, pour par la suite asseoir leur pouvoir et contrôler tous les peuples. Si on reprend notre comparaison avec Harry Potter, Harry n'est jamais remis en question. Il est le gentil de l'histoire et on ne se pose jamais la question, est-ce censé de supporter Harry? On pourrait très bien être du côté de Voldemort, mais c'est difficile, parce qu'on nous le présente depuis le départ comme l'incarnation du mal. Dans Dune, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants. On suit juste un groupe de personnes qui évoluent avec ses opinions et ses revendications contre d'autres groupes ayant eux-mêmes leur opinion et leurs revendications. Alors oui, un peuple comme les Harkonnen est censé représenter les méchants, mais si on réfléchit 5 minutes, c'est juste un peuple qui a des intérêts et qui est soumis à la manipulation des Béné Gessérit, tout comme le peuple des Fremen ou bien celui des Atréides. En clair, le messianisme dans Dune sert à émettre une critique du pouvoir qui utilise la religion pour manipuler les plus faibles et soumettre ses opinions. Maintenant, admettons que Paul acquiert tous les pouvoirs et qu'il contrôle tous les peuples. Les dangers du pouvoir absolu seront alors réels. Les visions de Paul se réaliseront probablement. En ayant tous les pouvoirs, il y a de grandes chances que Paul devienne un tyran. Ici, la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul être nous est présentée comme destructeur. On va pas refaire un cours d'histoire, mais nous savons tous que concentrer le pouvoir dans une seule et même personne n'est pas une bonne chose. Historiquement, on a eu Napoléon, et même encore aujourd'hui, il existe de nombreux dictateurs, considérés comme des tyrans qui ont tous les droits et qui oppressent de nombreux peuples. Ces figures d'autorité mettent en place un culte de la personnalité, ce qui signifie qu'une figure politique ou un leader est volontairement exalté et vénéré de manière excessive par le biais de la propagande. Le peuple Fremen est prêt à se soumettre totalement à Paul, car ils sont persuadés que c'est lui qui les guidera vers le paradis vert.
Paul peut théoriquement faire ce qu'il veut du peuple. C'est pour ça qu'il a beaucoup de responsabilités et c'est sa morale qui entre en jeu. Le problème est qu'avec ce culte de la personnalité, il pourrait faire d'atroces immondités que le peuple n'aurait même pas la jugeote pour comprendre que c'est mal. Le peuple Fremen est complètement aveuglé par son héros et rien ne peut le faire tomber de son piédestal. En tant que spectateur, j'ai eu dès le départ de la sympathie pour Paul. Lors de la séance de cinéma, Dune 2 m'a fait me questionner. Est-ce que le héros charismatique que l'on suit depuis le début doit être la seule personne que j'ai envie de voir réussir ? Lors du premier visionnage, j'ai d'abord eu une rupture avec le personnage, lorsqu'il a atteint ce statut de messie de manière plus ou moins officielle. D'un coup d'un seul, on fait face à un Paul très autoritaire et très froid. J'ai eu du mal à comprendre comment pouvait-il balayer en un claquement de doigts toutes les questions qu'il se posait durant la première partie du film. Après un second visionnage, j'ai compris qu'il n'avait pas le choix de s'affirmer en tant que leader, et qu'il a dû sacrifier certaines de ses valeurs pour accéder au pouvoir, pour par la suite, je l'espère, faire le bien et établir un monde plus juste. Justement, en parlant de l'avenir de Paul et de l'univers, quelles sont les possibilités pour la suite ? Personnellement, j'ai découvert l'univers de Dune avec les films de Denis Villeneuve. Je n'ai pas lu les livres de Frank Herbert et c'est pourquoi nous pouvons nous questionner sur l'avenir de Dune. Que signifie ce messianisme pour l'avenir de Paul ? Quels seront ses choix ? Au début de Dune 2, Paul ne souhaite pas devenir cet élu. Il a peur que son nom soit utilisé pour justifier une guerre sainte à travers l'univers, mais à la fin du film, Paul semble plutôt suivre la voie de la prophétie et devenir un tyran. Il impose sa puissance au monde entier et accède à la partie la plus haute de la société en demandant la main de la fille du gouverneur. En ayant accès à ce nouveau statut, on peut imaginer que Paul va rapidement acquérir les pleins pouvoirs et être aveuglé par la puissance qu'il possède. Mais peut-on échapper à son destin, même lorsqu'il est prophétisé ? Je n'ai pas personnellement la réponse, mais il y a un monde où la réponse est oui. Paul, en accédant au plein pouvoir et en ayant le pouvoir de manipuler qui il veut, peut se servir de cette puissance pour faire le bien. Il peut sauver le peuple des Fremen pour qui il avait tant d'affection dans les 2 premiers films. Il peut aussi retrouver Chani et vivre un amour sain. Sa puissance peut lui permettre également de mieux contrôler l'extraction de l'épice et imposer une répartition équitable entre tous les peuples. Enfin, il peut contrer la prophétie et stopper toutes les manipulations religieuses effectuées par les Bene Gesserit. Au final, les films Dune ne sont pas que de simples films voués à nous divertir. Subtilement, le scénario nous fait comprendre petit à petit qu'il n'y a pas de gentils contre des méchants, mais des clans avec des intérêts et des opinions divers. La figure messianique qui est projetée sur Paul est un moyen simple d'émettre une critique de toute la société qui l'entoure, mais aussi du culte de la personnalité. On réalise que ce soi-disant élu n'est que le résultat de manipulations de personnes ayant du pouvoir. Il n'est pas créé dans un but sain, non, au contraire, il est créé comme une arme pour imposer davantage sa puissance. Le problème est que cette arme peut se retourner contre ses créateurs et être la cause de la destruction du monde. Laisser une seule personne acquérir les pleins pouvoirs n'est pas une bonne chose. C'est trop dangereux. Frank Herbert et Denis Villeneuve l'ont bien compris. Paul n'est pas un héros classique, destiné à être aimé par le spectateur, c'est un héros controversé qui est censé nous amener une réflexion interne. Paul n'est pas non plus un sauveur prophétique, la prophétie n'existe même pas, car elle a été créée de toutes pièces par les Bene Gesserit. Son destin est beaucoup plus sombre que ce que l'on peut imaginer au départ. Dune 2 est un excellent film, remettant en cause la notion d'élu et de héros pour nous apporter une approche plus nuancée. Déconstruire le messianisme, c'est déconstruire le culte de la personnalité et prévenir les téléspectateurs à travers un film très divertissant des dangers que cela entraîne.